Donc ce qu'on fait, c'est que on prend un mélange qui est en gros du lait entier et de l'eau. Donc en fait, ce qu'on va avoir, c'est essentiellement de l'eau, parce que le lait, c'est essentiellement de l'eau, avec des gouttes de graisse à l'intérieur. Et on va prendre un microscope, alors qui est là, qui grossit 1000 fois, donc c'est quelque chose, disons, c'est pas des outils extrêmement pointus, on en fait beaucoup mieux dans les laboratoires. Et la question donc c'est un petit peu, qu'est-ce qu'on va observer? Il y a beaucoup de petites gouttes, et je vous dis, ça c'est des gouttes de graisse. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du micron, on grossit fois 1000. L'idée c'est qu'il y a des gros objets qui sont ici les boules de graisse, donc bon, voilà, c'est ce grand rond, et ça c'est de l'ordre du micron. Et autour, il y a de l'eau ou autre chose, mais quelque chose qui sont à l'échelle atomique, qui sont de l'ordre de l'angstrom ou du nanomètre, et ces molécules d'eau, par exemple, elles bougent à cause de l'agitation thermique, et de temps en temps, elles cognent la grosse molécule, et c'est le fait qu'elles le cognent qui font qu'on voit la grosse molécule s'agiter comme ça et bouger. La façon dont ça se passe, si on regardait avec quelque chose qui voyait au niveau du nanomètre, ça serait cette grosse goutte qui bouge sous le choc de tout ce qu'il y a autour. Alors, donc, ça c'est le modèle physique, et puis on peut faire des simulations de trajectoire correspondant à, un petit peu à ce modèle. Donc ça, c'est un petit modèle très simple qu'on peut faire sur un ordinateur de poche comme ça, qui ne demande pas beaucoup de ressources. C'est juste une marche aléatoire, et on voit la particule se promener comme ça. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est-à-dire, ça a l'air compliqué, c'est pas reproductible, vous changez tout ça aléatoire, vous allez trouver autre chose. Et vous voyez simplement la particule qui se promène dedans. Il n'est pas vraiment possible et ni imaginable de prédire exactement où elle va être à un instant donné. Donc, vous savez qu'ici, on est dans un laboratoire de physique statistique, donc justement, ce qu'on va faire, c'est de s'intéresser aux propriétés statistiques de ce type de mouvement. Et donc ça, c'est ce qu'a fait Einstein. Et la quantité la plus simple, c'est de regarder de combien la particule va bouger. Alors, évidemment, en moyenne, elle reste à la même place, mais elle va explorer une région d'une certaine taille. Et cette taille, qu'on va appeler sigma, elle va évoluer au cours du temps. Ce qu'a fait Einstein, c'est qu'il a prédit combien valait cette variance au cours du temps, donc elle croît linéairement avec le temps ici. Elle dépend d'un certain nombre de coefficients. Il y en a un, c'est la constante des gaz parfaits, c'est un nombre, ça vaut 8,3 et des poussières. Il y a quelque chose qui est le rayon de la grosse particule, qu'on peut mesurer avec le microscope. Il y a la viscosité du fluide, qui est quelque chose qui est à l'échelle classique. Mais il y a une quantité qui, elle, est d'ordre microscopique, c'est le nombre d'Avogadro. Donc ça, je pense que vous savez ce que c'est que le nombre d'Avogadro. Mais j'ai quand même, disons, parce que, bon, alors, la définition, vous la connaissez sans doute, c'est le nombre d'atomes de carbone contenus dans 12 grammes de carbone 12. Alors, bon, ça peut paraître un peu ridicule. Pourquoi 12 grammes? C'est parce que dans du carbone 12, qu'est-ce qui spécifie le carbone 12? Il y a 12 nucléons. Donc en fait, 12 grammes de carbone 12, c'est un petit peu, à des petites approximations près, comme si on faisait 1 gramme de nucléons. On aura la même chose. Donc dire qu'on sait combien il y a de nucléons dans 1 gramme de nucléons, finalement, ça revient à dire qu'on sait peser un nucléon. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a l'information sur la masse d'un nucléon qui est vraiment là, maintenant, un objet très microscopique. Et ce qui est impressionnant dans cette formule d'Einstein, c'est qu'on a quelque chose qu'on observe avec un microscope et qui donne une information sur la masse d'une particule qui, elle, est vraiment microscopique et qu'on ne peut absolument pas atteindre avec un microscope. Et donc, il y a ce lien vers le microscopique à travers une quantité qui est une quantité, mettons, mésoscopique et qu'on peut observer avec un microscope. Donc, je vais juste finir, donc ça c'est l'histoire du mouvement brownien, mais pour vous dire que le mouvement brownien, ça peut sembler, tel que je raconte, comme une vieille histoire, et en fait c'est un sujet qui est encore très très actif au sein d'un laboratoire comme le LTTMS aujourd'hui. Donc il y a d'abord des propriétés mathématiques qui ne sont pas encore complètement connues. On peut se poser la question, vous avez un mouvement brownien, combien de fois il va s'entourer autour d'un point, ou des choses comme ça. Donc il y a des tas de propriétés mathématiques, l'air couvert, des choses comme ça, sur lesquelles les gens travaillent encore. Donc c'est quelque chose qu'on explore.
Il y a beaucoup d'applications en physique, les propriétés des colloïdes, les transitions de phase. Il y a beaucoup de choses dans la physique un peu traditionnelle, mais il y a beaucoup d'applications aussi au niveau des sciences sociales. Et dans ce laboratoire, on travaille ici sur des questions de théorie des jeux appliquées aux sciences sociales qui prennent comme modèle de base des choses qui sont dérivées de ces mouvements. Donc voilà, je m'arrêterai ici.